celui qui succédera à François Hollande. Et Emmanuel Macron, justement, va prendre la parole. On l'écoute. Je vous quitte. Emmanuel Macron, donc, on attend sa prise de parole, vient de s'installer derrière son pupitre pendant que l'ensemble de ses partisans sont, eux, rassemblés du côté de l'esplanade du Louvre, où ont commencé les festivités, un concert avec de nombreuses personnalités de la société civile qui avaient pris position en faveur d'Emmanuel Macron et qui vont sûrement prendre la parole au fil de la soirée. Emmanuel Macron, petite retouche maquillage, c'est pas parce qu'on est élu président, mais il faut quand même penser à la lumière, aux télévisions, et donc on a toujours besoin de se repoudrer, si je puis dire. Ensuite, nous reprendrons le fil de nos discussions ici sur le plateau de BFM TV avec les représentants des différentes familles politiques, parce que nous l'avons dit tout au long de cette soirée, c'est bel et bien une nouvelle campagne aussi qui va commencer. On l'a entendu avec la prise de parole de Marine Le Pen, qui a fait part de son inquiétude pour les perspectives à venir et qui a estimé, Marine Le Pen, qu'il était temps aussi, ce soir, pour le Front National, de se renouveler, ce qui passera sans doute par un changement de nom. On l'a bien compris. Stéphane Le Foll nous a rejoint, porte-parole du gouvernement et ministre de l'Agriculture. Quelques jours. Oui, quelques jours encore. Enfin, vous l'êtes toujours. Bonsoir Stéphane Le Foll. Vous étiez autour du président de la République ce soir pour vivre ce deuxième tour? Non, je suis parti parce qu'il y avait... J'étais sur France Inter à 20h. Donc oui. J'y étais au début, oui, mais après je suis parti. C'est vrai que le président a applaudi lorsqu'il a vu apparaître... C'est ce qu'on m'a dit en arrivant. Emmanuel Macron. Sur votre antenne. Vous êtes satisfait du résultat ce soir? Oui, moi je suis satisfait du résultat parce que c'est un enjeu majeur pour la France, dans l'Europe et dans le monde, et je suis satisfait de ce résultat. Après, il y a des questions qui se posent, on y reviendra sûrement, sur la suite à donner, sur la manière dont tout ça doit s'organiser, mais moi je suis satisfait de ce résultat pour mon pays. Est-ce que vous faites une offre de service à Emmanuel Macron s'il l'a besoin ce soir aussi? La question que je me pose, c'est que c'est pas une offre de service, parce que moi je suis pas là pour, je l'ai dit à plusieurs reprises, vendre quoi que ce soit. Je suis là pour assumer, comme l'a fait pendant 5 ans, alors, de responsabilité. Permettez, on écoute Emmanuel Macron, pardon. Emmanuel, tu nous dis quand tu veux, je t'entends. Le son, ça va? Le son, ça va, le prompteur est en place. Et on peut écouter Emmanuel Macron. Déroule le prompteur rapidement, 2 secondes. On peut remettre un peu de son? Attends. Continue, c'est direct. Hein. Non, c'est ça, c'est ce que je vais vous dire. Là, vous assistez précisément en direct à Emmanuel Macron qui est en train de parler à ses équipes pour leur demander de caler la lumière, le prompteur, la caméra, de manière, voilà, il faut remonter un petit peu. Il faut que le visage, si vous voulez, soit à hauteur de la caméra pour que on donne l'impression de s'adresser vraiment aux Français, les yeux dans les yeux. Tout ça se vit en direct ce soir sur BFM TV. Il faudrait être un peu plus pro quand même pour les prochaines prises de parole pour Emmanuel Macron. Il faut anticiper ça, monsieur le futur président de la République, lorsqu'on s'adresse au pays. Donc on y retourne quand ils sont prêts, bien sûr en direct. Donc nous sommes avec Christian Jacob pour les Républicains, Stéphane Le Foll qui représente toujours la majorité gouvernementale, présidentielle, pour quelques jours encore, jusqu'au 14 mai. Passation de pouvoir. 14 mai, 15 mai, 16 mai, je sais pas. 14 mai. 14 mai pour le président, et puis après pour le gouvernement, il y a un peu de battement. Il faut les passations de pouvoir, il faut nommer les ministres. Pas de problème. Vous ferez quoi ensuite, vous Stéphane? Vous serez candidat aux législatives? Je suis dans la Sarthe, je retourne dans la Sarthe, dans la circonscription dans laquelle j'habite, je le rappelle, depuis 57 ans. Je me suis présenté plusieurs fois et c'était contre François Fillon à l'époque. Malik Boutine. Voilà, donc je ne change pas. Pour vous, combat législatif, bien sûr, dans l'Essonne. Ouais, puis et vous l'avez dit, prêt à travailler avec la majorité gouvernementale. Pour la majorité présidentielle, et franchement, plutôt avec beaucoup d'optimisme et de joie. Vraiment avec beaucoup de pêche. Je pense que c'est une période très très intéressante. Je pense aux gens dans les HLM et tout ça, qui ont une chance énorme avec ce type de président. C'est une grande chance pour eux d'avoir un président comme ça, parce que je sais qu'il est capable de redistribuer les cartes sur le terrain économique, et ça compte. Vous partagez cet optimisme, Stéphane Le Foll? Moi, je partage bien sûr l'optimisme et l'espoir qu'il faut donner à la France et aux Français. J'ai pas, sur ce sujet, après 5 ans... Alors, parole à Emmanuel Macron. Français, d'outre-mer et de l'étranger. À l'issue d'une longue confrontation démocratique, vous avez choisi de m'accorder votre confiance. Et je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude. C'est un grand honneur.
Et c'est une grande responsabilité, car rien n'était écrit. Je veux vous dire merci. Merci du fond du cœur. Ma gratitude va à tous ceux d'entre vous qui m'ont apporté leur suffrage et leur soutien. Je ne vous oublierai pas. Je mettrai tout mon soin et toute mon énergie à être digne de votre confiance. Mais en cet instant, c'est à vous tous, citoyens de notre pays, que je veux m'adresser, quel qu'ait été votre choix. Bien des difficultés nous ont affaiblis depuis trop longtemps. Je ne méconnais aucune, ni les difficultés économiques, ni les fractures sociales, ni les impasses démocratiques, ni l'affaiblissement moral du pays. Je veux ce soir adresser un salut républicain à mon adversaire, Madame Le Pen. Je sais les divisions de notre nation qui ont conduit certains à des votes extrêmes. Je les respecte. Je sais la colère, l'anxiété, les doutes qu'une grande partie d'entre vous ont aussi exprimés. Il est de ma responsabilité de les entendre, en protégeant les plus fragiles, en organisant mieux les solidarités, en luttant contre toutes les formes d'inégalité ou de discrimination, en assurant de manière implacable et résolue votre sécurité, en garantissant l'unité de la nation. Car derrière chacun des mots que je viens de prononcer, je sais qu'il y a des visages, des femmes et des hommes, des enfants et des familles, des vies entières. Il y a vous et les vôtres. Ce soir, c'est à vous tous que je m'adresse. Vous tous ensemble, le peuple de France. Nous avons des devoirs envers notre pays. Nous sommes les héritiers d'une grande histoire et du grand message humaniste adressé au monde. Cette histoire et ce message, nous devons les transmettre d'abord à nos enfants. Mais plus important encore, il nous faut les porter vers l'avenir et leur donner une sève nouvelle. Je défendrai la France, ses intérêts vitaux, son image, son message. J'en prends l'engagement devant vous. Je défendrai l'Europe, la communauté de destin que se sont donnés les peuples de notre continent. C'est notre civilisation qui est en jeu, notre manière de vivre, d'être libre, de porter nos valeurs, nos entreprises communes et nos espoirs. J'œuvrerai à retisser le lien entre l'Europe et les peuples qui la forment, entre l'Europe et les citoyens. J'adresse en votre nom aux nations du monde le salut de la France fraternelle. Je dis à leurs dirigeants que la France sera présente et attentive à la paix, à l'équilibre des puissances, sera au premier rang de la lutte contre le terrorisme sur son sol, aussi bien que dans l'action internationale. Aussi longtemps que ce combat devra durer, nous le mènerons sans faiblir. Mes chers concitoyens, une nouvelle page de notre longue histoire s'ouvre ce soir. Je veux que ce soit celle de l'espoir et de la confiance retrouvée. Le renouvellement de notre vie publique s'imposera à tous dès demain. La moralisation de notre vie publique, la reconnaissance du pluralisme, la vitalité démocratique seront, dès le premier jour, le socle de mon action. Je ne me laisserai arrêter par aucun obstacle. J'agirai avec détermination et dans le respect de chacun. Car par le travail, l'école, la culture, nous construirons un avenir meilleur. Françaises, Français, mes chers concitoyens, je veux ce soir saluer le président Hollande. Il a pendant 5 ans œuvré pour notre pays. Durant les 5 années qui s'ouvrent, ma responsabilité sera d'apaiser les peurs, de nous faire renouer avec l'optimisme, de retrouver l'esprit de conquête qui dit mieux que tout le génie français. Ma responsabilité sera de rassembler toutes les femmes et tous les hommes prêts à affronter les défis gigantesques qui nous attendent et à agir. Certains de ces défis sont des chances, comme la révolution numérique, la transition écologique, le redémarrage de l'Europe. D'autres sont des menaces, comme le terrorisme. Je me battrai
de toutes mes forces contre la division qui nous mine et nous abat. C'est ainsi que nous pourrons rendre au peuple français, à chacune et chacun d'entre vous, dans sa vie professionnelle, personnelle et familiale, les chances que la France lui doit. Aimons la France. À compter de ce soir, et pour les 5 années qui viennent, je vais avec humilité, avec dévouement, avec détermination, la servir en votre nom. Vive la République, vive la France. Vous venez d'assister en direct à la première prise de parole d'Emmanuel Macron, élu donc ce soir, désigné par les Français comme successeur de François Hollande, entendant officiellement la passation de pouvoir qui se fera le 14 mai. Empreinte de gravité, empreinte d'émotion, tourné résolument vers l'ensemble des Français. Et un discours très, très humaniste, très ému même pour Emmanuel Macron, Malek Bouti. Oui, moi j'ai trouvé que, vraiment l'impression que j'ai eu l'impression que c'était l'anti-Trump. Que pour le monde, il y avait eu, il y a quelques mois, l'élection de Trump qui faisait peur, et vient d'apparaître une espérance. Et je pense que la dimension internationale, la manière dont il a passé à l'ensemble du monde une vision de la France en dehors de nos propres problèmes, évidemment, il est grave, il est devenu président de la République, il n'est plus un candidat. Il est tourné vers l'autre, alors que Trump s'était tourné vers lui-même et son propre pays. J'ai l'impression qu'à l'échelle internationale, il va être une personnalité qui va compter parce qu'il propose un autre chemin que celui de Trump et que ça hisse le niveau de la France dans le discours international. Stéphane Le Foll. Oui, sur cette question, moi je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il a eu un message extrêmement fort d'un pays, je le dis en même temps, qui a porté des grands messages universels. Je rappellerai quand même, parce que tout le monde oublie très vite, la COP21. C'est la première fois que le monde a été capable de se mettre d'accord pour prendre en compte. Il y a eu suffisamment d'échecs pour saluer ce qu'a été le rôle, la place de la France, de la diplomatie française avec Laurent Fabius. Et donc, sur ce sujet, Emmanuel Macron s'inscrit dans cette dimension universelle et mondiale de la France. Et ça, c'est un point très important. De la même manière que pour l'Europe, il est clair depuis le début. Et ça, c'est un point aussi qui est très important. Et puis, il a évoqué ce qui était quelquefois des divisions au sein de notre pays, qui font que... Les divisions qui nous minent, c'est l'expression employée par Emmanuel Macron. Mais ça, je l'entends et je le perçois depuis longtemps, en tant que ministre et en tant que ministre de l'Agriculture en particulier. Je sais ce que ça peut vouloir dire concrètement. À partir de là, je suis là aussi pour rappeler que dans ce débat démocratique, il faut être capable d'assumer ses responsabilités tout le temps. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à partir de cette élection d'Emmanuel Macron, il y a à construire derrière une majorité et un engagement de chacun pour faire réussir la France. Ça nécessite aussi de la diversité, de la capacité à arbitrer avec des sensibilités. Mais ça nécessite surtout que chacun mesure bien sa propre responsabilité et qu'il s'engage dans ce débat avec cette volonté de travailler et d'être constructif. Christian Jacob, mon cas. Dernière réaction à ce que vous venez d'entendre. Écoutez, sur ce qui a été dit à l'instant sur l'émotion, on l'a effectivement senti, mais du coup, il était figé, les yeux bloqués sur le prompteur, et donc ça n'a pas mis d'entrain ni de dynamique dans le discours qui était le sien. Au lendemain d'une élection présidentielle... Pardonnez-moi, je suis désolé, on va écouter Jean-Luc Mélenchon qui prend la parole ce soir, avec solennité. Voilà. Monsieur Mélenchon. C'est bon ? Allons-y. C'est bon. Ce soir s'achève la présidence la plus lamentable de la Ve République, qui aura détruit pratiquement toute confiance autour d'elle. Mais une nouvelle fois, en dépit de tout, par l'abstention, les bulletins blancs et nuls, comme par les votes au nom de M. Macron, notre pays a massivement refusé l'extrême droite, car elle est étrangère à l'identité républicaine de la France. Madame Le Pen arrive la 3e de ce 2e tour, après M. Macron, les abstentions, les bulletins blancs et nuls. Le nouveau président est élu. La courtoisie et l'amour de notre démocratie commandent d'en prendre acte sans barguigner et de lui présenter nos vœux. Puisse le sens du destin de notre patrie vous habiter, Monsieur le Président,
et la pensée des démunis, sans droit, sans toit, sans emploi, vous obséder. Sans vous éparpiller, puisque vous avez vu comment, à 600 000 voix près, vous avez été éliminé de ce deuxième tour. Fédérez-vous si vous vous reconnaissez dans l'humanisme écologique et social qui est nécessaire à notre temps et dont je m'efforce d'être le porte-parole. Les gens, ne lâchez rien, ne renoncez à rien. Ce pays et les gens simples qui le peuplent. Et je vais m'y employer avec vous de toute mon énergie. Vive la République, vive la France. C'était donc la prise de parole de Jean-Luc Mélenchon. Vous l'avez entendu critiquer, féliciter d'abord dans un premier temps, et ensuite critiquer celui qu'il appelle le nouveau monarque présidentiel. Et il a lancé un appel aux forces de la France insoumise à se soulever et à donner une opposition à Emmanuel Macron. Élu ce soir, Gérard Collomb, vous qui représentez En Marche, sénateur maire de Lyon, vous avez rejoint Emmanuel Macron tout de suite. Comment vous réagissez à la prise de parole de Jean-Luc Mélenchon ? Je crois que Jean-Luc Mélenchon est toujours dans le verbe. Nous voulons être dans l'action. Parce que, si vous voulez, le problème des 3,5 millions de chômeurs, des gens dont il parlait, les démunis, les pauvres, les sans-grades, ce n'est pas simplement par l'incantation que l'on peut traiter leurs problèmes, c'est effectivement par l'action. Aujourd'hui, le programme que présente Emmanuel Macron, c'est un programme qui permettra de relancer la dynamique économique de la France, qui redonnera toute sa place au travail, qui permettra à celles et ceux qui aujourd'hui doutent dans les territoires en proie à la désindustrialisation, de retrouver une espérance. Voilà, c'est cela le programme que nous voulons porter. Christian Jacob, Jean-Luc Mélenchon vous a coupé la chic alors que vous l'aviez, je vous en prie. Non, ce que je disais, c'est que j'avais trouvé effectivement Emmanuel Macron très figé dans son intervention et surtout suscitant ni dynamique, ni espoir, ni engagement. Ça a sans doute manqué dans son discours. Après, sur le reste, c'est effectivement pour nous, et c'est le projet que nous portons, de sortir de la continuité du quinquennat de François Hollande, avec toutes catégories confondues, un peu plus d'1 million de chômeurs en plus, avec 80 milliards d'impôts en plus sur ces 5 ans. Et là, rien n'a été dit sur ces sujets, c'est-à-dire comment on va rechercher les points de croissance, comment on se met dans une démarche dynamique, comme l'a fait l'Allemagne, comme l'ont fait d'autres pays. Et dans son discours, il y avait effectivement de l'émotion, mais il est passé à côté de cela. Et je crois que c'est ça que les Français attendent. Nous sommes en duplex avec Dominique de Villepin, ancien Premier ministre de Jacques Chirac, ancien ministre des Affaires étrangères. Bonsoir Dominique de Villepin. Merci d'être avec nous. Emmanuel Macron élu, une élection à 65,9%. Comment réagissez-vous ce soir à cette élection très large pour le candidat En Marche et que lui proposez-vous, vous ? C'est une magnifique victoire pour Emmanuel Macron et c'est une magnifique victoire pour la démocratie française. Et ce que je ressens, c'est une profonde reconnaissance vis-à-vis d'Emmanuel Macron qui a fait preuve de courage, d'audace et de talent. Il n'était pas écrit, il n'était certainement pas facile de porter un projet de confiance en l'Europe, de relance de la France à travers des réformes exigeantes et puis surtout de défense de nos valeurs républicaines, une laïcité équilibrée, la défense du droit d'asile pour les réfugiés, autant de valeurs républicaines dans un moment de colère, de peur pour beaucoup de Français. Il fallait, oui, beaucoup de courage pour défendre cet objectif-là, cette vision-là. Alors bien sûr, on l'entend à travers les propos de Jean-Luc Mélenchon. Tout n'est pas réglé. Il y a une France profondément divisée sur le plan territorial, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel. Et cela doit être la première responsabilité du nouveau président de la République élu. Réconcilier les Français et en même temps, parce que je pense que cela vient avant même la recherche d'une majorité présidentielle, des gestes importants pour refonder la fonction présidentielle. Pendant de nombreuses années, la fonction présidentielle a été abaissée. Nous avons besoin de retrouver de l'unité, de la hauteur, de la dignité, de l'autorité. Lesquels, comme geste, qu'est-ce que vous attendez, vous, Dominique de Villepin ?
Eh bien, justement, des gestes qui vont dans le sens de la réconciliation. Le jeu des partis, nous le savons, risque de repartir comme avant. Les partis traditionnels vont se mobiliser à partir de leur électorat, à partir de leurs objectifs électoraux. Eh bien, il faut que le président de la République trouve cette hauteur, trouve cette exigence, et il doit, par cette fonction d'arbitre qu'il faut réinventer. Nous avons un président de la République qui est trop souvent descendu dans l'arène du quotidien. Le président de la République doit être au contact des Français, au contact des réalités des Français, mais en même temps, il est l'homme qui doit être capable de dégager une vision, comme il l'a fait pendant cette campagne électorale. Merci Dominique de Villepin. Simplement, vous pourriez être candidat pour En Marche. Attendez, une dernière action. Vous pourriez être candidat pour la majorité présidentielle aux législatives ou autres, dites-moi. Ni poste, ni honneur, quel qu'il soit. Merci Dominique de Villepin, c'est clair. Merci d'avoir été avec nous. En duplex aussi, en direct, la députée de Vaucluse, Marion Maréchal Le Pen, pour le Front National. Bonsoir Marion Maréchal Le Pen. Merci d'être en direct avec nous sur BFM TV. Réflexion à cette élection et cette défaite de Marine Le Pen. Il y a forcément une part de déception. Ce serait malhonnête que de dire l'inverse, puisque ce soir, les Français, même si c'est beaucoup par dépit, ont choisi la continuité. La continuité avec le quinquennat de François Hollande. D'ailleurs, je crois savoir que M. Macron l'a remercié pour ce quinquennat dans son discours. Donc il y a aujourd'hui une réflexion à mener, puisqu'il semblerait que nous n'ayons pas réussi à imposer l'idée que cette élection était bien un référendum pour ou contre la France, pour ou contre l'immigration massive, pour ou contre la fatalité de l'insécurité, pour ou contre la France libre et souveraine, pour ou contre l'Union européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Et donc, même si c'est vrai qu'il y a un record historique d'abstention, je crois le plus haut record depuis 1969, eh bien, il nous faudra réfléchir à ce qu'il y a eu de positif et négatif dans cette élection. Même si aujourd'hui, nous sommes clairement bien positionnés pour être la première force d'opposition face à Emmanuel Macron. Nous avons derrière nous 10 millions d'électeurs. Et face à ces futures élections législatives, je suis convaincu que nous sommes beaucoup plus légitimes. Ah, on a un souci avec le duplex avec Marion Maréchal Le Pen, que l'on va retrouver dans un instant. Anna Cabana. Extrêmement intéressant dans ce que dit Marion Maréchal Le Pen, c'est qu'elle se propose d'exercer un droit d'inventaire sur ce qu'a été la campagne de Marine Le Pen. Elle dit il va falloir mener une réflexion, il nous faudra réfléchir. C'est ce qu'a dit Marine Le Pen aussi dans son discours. Elle a appelé au renouvellement du Front National. Non, mais Marine Le Pen, dans son discours, elle a tenté, si vous voulez, de lancer une OPA sur la droite en ne parlant plus du Front National. Le parti Front National n'existera plus et en appelant tous les patriotes à la rejoindre. Là, ce que fait Marion Maréchal Le Pen, c'est différent. C'est-à-dire qu'elle se propose de mener une réflexion sur la façon dont la campagne a été menée par le Front National compte tenu de cet échec qu'elle constate. Et ce qui est intéressant, c'est si vous voulez, ça va aiguiser les appétits au sein du parti, cet échec. Il y a un congrès, je crois, en octobre pour le Front National. Et Marion Maréchal Le Pen peut tout à fait, parce qu'elle est une des icônes du parti, une des plus populaires, et qu'elle n'est pas du tout sur la ligne de... C'est-à-dire qu'elle peut tout à fait se positionner pour tourner la page. Marine Le Pen... elle peut tout à fait se positionner pour venir contester la page Marine Le Pen et essayer d'incarner elle-même un avenir, une suite possible pour le Front National, bien sûr. Elle a tenté une OPA sur la droite, Marine Le Pen, ce soir, sur une partie de votre famille politique. Le constat de l'action de Marine Le Pen, on l'a vu au moment du débat, c'était l'effondrement en direct. C'est-à-dire qu'elle a atteint là ses limites par l'incompétence à certains moments sur beaucoup de sujets, sur le fait que l'agressivité permanente elle a fait preuve, a montré quelles étaient ses limites. Et peut-être, effectivement, il a fallu ce débat de deuxième tour pour montrer à quel point Madame Le Pen n'est pas une solution. Oui, je pense qu'aujourd'hui, il y aura sans doute des règlements de compte à l'interne du FN. J'ai envie de dire, c'est le problème du FN, ça n'est pas le nôtre. Simplement, le fait qu'en aucun cas, Madame Le Pen était capable d'apporter une réponse aux préoccupations des Français, la démonstration en a été faite. Et c'est aussi pour cela que, entre le flou qui a été celui de la campagne portée par Emmanuel Macron et puis l'agressivité de Madame Le Pen, eh bien, il y a une voix en responsabilité, une voix sérieuse, qui est celle que nous portons autour du projet sur lequel nous avons retravaillé et que François Baroin va défendre dans toute la France dans le mois qui vient. Et le PS dans tout ça, Stéphane Le Foll, parce qu'aujourd'hui, le tempo politique, il est donné par En Marche,
par le Front National. Le PS existe encore. Jean-Christophe Cambadélis c'est toujours pas décidé à démissionner. Les cadres à s'en aller. Bah écoutez, non. Et donc, je connais tous ces débats par cœur. Je sais ce qu'est la situation, ce qui a été le résultat du candidat issu de la primaire organisée par le PS. Je sais les défis qui sont devant nous. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que l'histoire d'une famille social-démocrate, elle existe depuis plus d'un siècle et elle a sa légitimité dans un pays. Dialogue social, démocratie, modèle social et en même temps économie de marché. Voilà, c'est ça l'enjeu. Et donc, il faut qu'on soit capable d'être au niveau de cette histoire et surtout de l'histoire qui est en train de s'écrire. Et moi, je suis partisan, et je l'ai déjà dit, de ne pas être dans une espèce de volonté de se replier là, en ce moment, alors qu'il y a des perspectives qui sont ouvertes par l'élection d'Emmanuel Macron et qu'on doit être capable d'y participer avec notre identité et notre histoire, d'y participer parce que dans le programme, moi je l'ai déjà dit, je l'ai écrit, il y a des choses qui sont proposées par Emmanuel Macron qui, de toute façon, sont tout à fait en cohérence avec ce qu'on a pu faire et ce qu'il faudrait faire. Donc moi, je suis aujourd'hui, ce soir, avec cet état d'esprit d'être constructif. Il n'y a pas à retomber dans ces divisions, dans ces positionnements. Vous, c'est votre état d'esprit, c'est ce que vous parlez dans votre nom. Alors moi, votre famille politique, j'essaye et je ferai en sorte... d'accord là-dessus. Oui, mais vous savez, je connais tout ça par cœur. Oui, on est d'accord. Et je vais essayer de faire en sorte que ce qu'on a appelé le cœur ou le corps central du Parti socialiste se retrouve sur cette ligne-là. Parce que je crois qu'elle est juste et qu'elle est absolument nécessaire. À l'instant, le président Trump, président des États-Unis, vient de féliciter Emmanuel Macron pour sa belle élection et annonce qu'il a hâte de travailler avec lui, Gérard. Mais je crois que tous les présidents du monde appellent ce soir Emmanuel Macron parce que c'est une nouvelle qui a stupéfié le monde. Il se trouve que moi j'ai rencontré un certain nombre d'ambassadeurs au cours des dernières semaines. Ils étaient interloqués par ce qui se passait en France, très intéressés. Et donc il y avait une envie de travailler avec Emmanuel Macron. C'est vrai à la fois de M. Trump, d'après ce que vous dites, mais je sais par exemple que Justin Trudeau au Canada a envie de travailler avec Emmanuel Macron. C'est la même génération qu'il faut qu'on travaille avec le futur chancelier ou la future chancelière allemande. Et donc ensemble, on construise un monde nouveau. Oui, c'est le défi auquel aujourd'hui nous sommes confrontés. Christophe Barbier. Avoir révolutionné la politique française, voilà l'ambition d'Emmanuel Macron, c'est de révolutionner l'Europe, de révolutionner le monde nouveau, de se mettre à l'unisson de ce 21e siècle. Tout commence, c'est le plus difficile, et devant Emmanuel Macron, bien entendu. On voit également que Marine Le Pen a voulu s'imposer dès ce soir comme l'opposition officielle, et ça lance un défi à la droite classique et au Parti socialiste pour se renouveler, se réinventer. Je pense qu'Emmanuel Macron aurait tort de vouloir être uniquement sur le renouvellement. Aujourd'hui, il faut être sur le renouvellement et aussi sur le rassemblement et sur l'addition. C'est-à-dire continuer à aller à gauche et à droite, trouver ces bonnes volontés qui diront ma chiche, allons-y, puisque tout change, on participe à ce changement. Et les premiers pas du président Macron dans la semaine qui vient, les consultations, évidemment, le choix d'un Premier ministre dans une semaine et la composition d'un gouvernement seront décisives de ce côté-là. Est-ce que c'est une équipe qui a réussi un coup formidable et qui se replie sur une forme de clanisme, ou est-ce que c'est l'embryon de quelque chose qui va agréger tous ceux qui voudront participer? Il est 21h30, vous nous rejoignez maintenant sur BFM TV. Une image ce soir impressionnante en live, vous la vivez avec nous. D'abord celle de l'esplanade du Louvre. Et puis regardez, c'est un minibus qui s'installe dans le 15e arrondissement parisien. C'est au pied du quartier général d'Emmanuel Macron. Vous voyez les caméras de télévision tenues à distance, des motards qui sont là, les gyrophares qui sont en place. Parce que petit à petit, les proches d'Emmanuel Macron, le candidat bien sûr, vont prendre place dans ce minibus qui va tracer sa route du 15e arrondissement vers l'esplanade du Louvre où l'attendent ses partisans qui entonnent la Marseillaise ce soir. Il est inutile de vous dire que la soirée va être longue, festive, soirée militante d'Emmanuel Macron, prise de parole prévue, pas plus de 10 minutes. C'est ce qu'on nous dit ce soir pour celui qui va le 14 mai prochain succéder à François Hollande en tant que président de la République. Anna Cabana. Oui, la première allocution d'Emmanuel Macron à 21h était prévue pour être extrêmement sobre. En fait, pas dans l'émotion, pas dans l'élan. C'était finalement une adresse. Si vous me permettez, dans la première intervention que j'avais un peu vue avant, sur laquelle nous avions travaillé, il voulait s'adresser aux Français.
aux Français pour dire qu'il allait rassembler, essayer de rassembler la France parce qu'il voit bien les défis qui aujourd'hui nous sont posés. Lorsque l'on a 3 500 000 chômeurs, que l'on a un certain nombre de gens qui désespèrent, qu'on a des quartiers qui se paupérissent et se ghettoisent, que l'on a des régions entières qui désespèrent, effectivement, on sait que la tâche est lourde. Oui, parce que c'est à cette France-là qu'il faudra répondre. Parce qu'on a l'impression qu'Emmanuel Macron, il a été élu par la France qui va bien, Gérard Si vous voulez, Collomb. nous voyons bien les fractures qui existent. Par l'Ouest qui va bien, par la lyonnaise bourgeoise et autres, quoi. Oui, je vous signale que la lyonnaise bourgeoise a connu, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, une crise de désindustrialisation extrêmement forte. Nous avions perdu absolument tous les emplois. Et nous sommes repartis de l'avant. Nous pouvons le faire et nous devons le faire pour la France. Essayez de regarder justement là où cela ne marche pas et avoir un dialogue fructueux entre le gouvernement et les territoires, parce que nous porterons le projet d'une France girondine, non pas d'une France qui impose du haut, mais qui dialogue et qui pense qu'il faut porter des solutions diverses suivant les territoires. Dans un instant, nous retournerons sur l'esplanade du Louvre, retrouver Apolline de Malherbe avec des soutiens d'Emmanuel Macron. Un mot quand même sur le report des voix. Bernard Sananès, vous avez des indications précises? Oui, indications fournies par notre estimation à partir de bureaux de vote test. On sait qu'à peu près 45% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon sont finalement allés voter pour Emmanuel Macron. À peu près la même proportion s'est abstenue, 43%. On sait qu'un électeur sur deux de François Fillon a voté pour Emmanuel Macron. Un gros quart s'est abstenu à voter blanc ou nul. 1 sur 5 a voté Marine Le Pen. Les 3/4 des électeurs de Benoît Hamon ont voté Emmanuel Macron. Et c'est plus étonnant, même si le chiffre sera affiné, les électeurs de Nicolas Dupont-Aignan ont été 45% à plutôt choisir l'abstention, le vote blanc ou nul, et se sont à peu près répartis à parts égales entre le vote Macron et le vote Le Pen. Image de l'esplanade du Louvre ce soir, en direct, la fête, la liesse, les supporters, les partisans d'Emmanuel Macron qui sont rassemblés, musique DJ, en attendant l'arrivée de celui que les Français ont choisi pour succéder à François Hollande, avec, selon l'estimation BFM TV, 65,9% des voix face à Marine Le Pen. 2 tiers, 1 tiers, un peu plus du tiers, 1 tiers. Nous retournons justement l'esplanade du Louvre, retrouver Apolline de Malherbe en direct pour BFM TV, avec un soutien d'Emmanuel Macron. Un soutien récent, Apolline. Oui, alors ici, évidemment, il n'y a que des soutiens d'Emmanuel Macron, mais là, il y a un soutien d'Emmanuel Macron qui vient effectivement de la droite. Quand vous disiez récent, pas si récent, parce que depuis que c'est François Fillon qui a gagné, bien Aurore Berger, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous venez effectivement du camp de chez Juppé, et les juppéistes, ils sont assez nombreux, non seulement à avoir rejoint, comme vous, Emmanuel Macron, mais aussi à être en quelque sorte dragués par Emmanuel Macron, parce qu'on sent bien qu'il aimerait avoir autour de lui un certain nombre de personnalités de la droite, NKM, Bruno Le Maire. Est-ce que vous êtes l'un de ces visages-là qui pourrait entraîner le reste de la droite? Je ne sais pas si je suis en capacité d'entraîner le reste de la droite. En tout cas, moi je sais que j'ai fait un choix de conviction et de valeur à l'issue de la primaire, parce que je pense que les valeurs qui étaient incarnées par Alain Juppé n'étaient pas incarnées par François Fillon. Et je pense honnêtement que le parti Les Républicains, emmené par François Baron en législative, demain présidé par Laurent Wauquiez, ne laisse pas la place aux idées progressistes, libérales, européennes. C'est-à-dire que c'est fini. Pour vous, les Républicains, c'est fini? Je pense que les Républicains, c'est peut-être pas fini, mais en tout cas, l'idéal qui avait été animé au moment de la création de l'UMP, par Alain Juppé d'ailleurs, et qui était aussi un idéal libéral, progressiste, européen, protecteur, n'est aujourd'hui pas celui qui est incarné par Laurent Wauquiez. Donc j'invite celles et ceux qui continuent à le partager à être dans une majorité peut-être demain de projets, de rassemblements. Vous restez de droite? Moi je reste de droite, mais je suis avec Emmanuel Macron de droite. Mais vous savez, il a toujours dit que c'était lui un mouvement qu'il était en train de créer, qui est un mouvement inédit dans l'histoire de notre République, et qui est un mouvement de rassemblement et de projet. On le voit derrière nous, d'ailleurs, ce rassemblement inédit, comme vous dites, parce que ce sont surtout des visages extrêmement jeunes qui, pour la plupart, sont des gens qui n'ont jamais fait de politique, qui sont dans leur premier engagement politique. Et ça, vous en êtes aussi représentatif, vous avez 30 ans. Exactement, j'ai 30 ans. Et moi, les gens que j'ai vu rejoindre En Marche, en un an, il a réussi à avoir 280 000 personnes qui se sont mises en marche. C'est quand même incroyable. Et qui l'ont porté en tête du premier tour de l'élection présidentielle. C'est inédit. Je crois qu'on n'en mesure pas encore les effets, et que certains que j'ai vus sur les plateaux ce soir n'en mesurent pas encore la portée. Alain, il y a ici Bruno Jeudi qui est avec moi. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Ce que disait Aurore Berger à l'instant, un mot là
là-dessus, sur le fait que la droite, eh bien, en quelque sorte, va acter de son schisme, puisqu'on imagine bien que dans les jours qui viennent, peut-être même dans les prochaines heures, un certain nombre d'élus de droite vont rejoindre Emmanuel Macron. Alors on a vu déjà quelques messages de Bruno Le Maire qui lui ne cache plus vraiment qu'il veut travailler avec Emmanuel Macron, peut-être même avant les législatives, peut-être avoir l'investiture en marche. On verra, c'est sans doute celui qui est allé le plus loin ce soir. D'autres restent encore prudents, mais on sent que Emmanuel Macron a déjà passé quelques messages du côté des responsables des Républicains. On pense notamment à Xavier Bertrand qui est très dragué par le nouveau président de la République. On dit même qu'il voudrait en faire son Premier ministre. Et puis celui qui peut jouer les équilibristes, c'est François Bayrou. François Bayrou qui est attendu, qui est en chemin pour rejoindre ici le carrousel du Louvre. Il devrait passer à notre micro. Apolline de Malherbe et Bruno Jeudi, donc au carrousel du Louvre, au son de Magic System et Premier Gaou. Bonsoir Luc Châtel qui représente la famille Les Républicains. Ah, ça vous concerne directement ce que l'on vient d'entendre. Oui. Des ralliements de la droite, un schisme qui se prépare, peut-être des départs de chez vous. Alors, vous êtes déjà au portillon en train d'ouvrir la porte? Je veux féliciter Emmanuel Macron, qui est le nouveau président de la République. Je veux saluer la démarche parce que personne n'y croyait, sauf peut-être Gérard Collomb autour de cette table, mais en tout cas, il y a quelques mois, pas grand monde n'y croyait chez vous ou chez nous. La vérité, c'est que c'était un événement politique majeur, comme il s'en produit peut-être tous les 50 ans. On va avoir un président de la République qui n'a pas 40 ans, qui n'était inconnu il y a 2 ans, qui a gagné sans les grands partis, voire contre les 2 partis de gouvernement et sans parti lui-même. Voilà. Maintenant, c'est pas fini. C'est-à-dire que le plus dur commence pour Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce que on est un peu à la mi-temps du match. C'est-à-dire que l'élection présidentielle, bien sûr, sous la Ve République, c'est très important, mais la politique qui va être conduite à partir de juillet prochain, elle n'est pas encore décidée. C'est les Français qui vont la décider à travers leur vote aux législatives. Et là, c'est normal que les uns les autres présentent leurs projets. Nous allons, les Républicains, et je veux rassurer, non pas Aurore Berger, parce que je crois que c'est plus sujet de la rassurer, mais les électeurs de droite qui l'ont écouté, il y a bien des libéraux et des Européens à l'UMP, j'en suis. Voilà, aux Républicains. Et nous avons présenté un projet, et c'est les Français qui vont décider. C'est les Français qui décideront s'ils veulent orienter le choix de la prochaine législature plutôt sur une majorité de droite, du centre, de la gauche. Et puis nous verrons bien ce qui sortira des urnes le 18 juin prochain. Mais je trouve un peu curieux de décider avant, à la place des Français. Ça ne nous a pas porté chance aux uns et aux autres de décider à la place des Français ces derniers mois. Mais quelles sont les garanties que vous allez donner à vos électeurs, avec François Barouin comme chef de file, de ne pas reprendre une raclée, passez-moi l'expression, aux prochaines législatives, vu l'état aujourd'hui du parti Les Républicains, dont on ne sait pas tellement sur quel projet ils vont faire campagne, si tout le monde sera d'accord pour se mettre derrière Barouin, vu que la ligne n'est pas claire entre les uns et les autres. Le projet, il sera présenté mercredi, et nous y avons travaillé pendant de nombreux mois. Les candidats, ils sont déjà en campagne. Nous avons investi 577 candidats qui défendent nos couleurs. Nous avons la faiblesse de penser que les idées que nous allons défendre, elles sont portées par un mouvement dans l'opinion aussi. Il y a beaucoup de gens en France qui veulent plus de liberté, qui veulent moins d'impôts, qui veulent plus de sécurité, plus d'autorité. Donc c'est normal, après le débat présidentiel, en tout cas c'est la suite du processus électoral, qu'on ait un débat de fond sur chaque sujet pour savoir concrètement qu'est-ce qu'on fait le 1er juillet prochain. C'est normal, ça s'appelle la démocratie. Il y a eu les présidentielles, maintenant il y a les législatives, et c'est la majorité qui sortira des urnes qui décidera de la politique qui sera menée pendant 5 ans. Vous pensez que les Français seront cohérents et donneront la majorité aujourd'hui à Emmanuel Macron ? Si vous voulez, qu'est-ce qui m'a amené, moi, à soutenir Emmanuel Macron ? C'est que je pensais qu'aujourd'hui, les fractures ne passaient pas forcément... Je rappelle que vous êtes un socialiste historique. Hein, absolument. C'est que les fractures ne passaient plus entre les partis, mais à l'intérieur des partis traditionnels. Et on l'a vu avec le phénomène des primaires. Du côté de la gauche, c'est les plus à gauche qui gagnaient. Et du côté de la droite, c'est les plus à droite qui gagnaient. D'où un affrontement permanent. Et moi, je pense que c'est cet affrontement qui conduit notre pays dans la situation économique et sociale dans laquelle il est. Parce que lorsque finalement la droite est au pouvoir,
Nous sommes les socialistes dans une opposition absolue. Et puis, même chose de l'autre côté. Est-ce qu'on ne peut pas, à un moment donné, réformer ce pays quand il y a 3,5 millions de chômeurs, prendre en compte la réalité, relancer la dynamique économique et faire... Donc c'est le sens du vote Macron ce soir, quoi, en fait. C'est ce que veulent les Français. Je crois. Et nous allons rassembler En Marche. C'était déjà un rassemblement. Comme on vient de le dire, il y avait des gens qui venaient de la droite, il y avait des gens qui venaient de la gauche, il y avait des gens qui venaient du centre, mais on disait ce qui est important, ce ne sont pas vos sensibilités passées, c'est qu'est-ce que vous voulez faire ensemble pour l'avenir. Et donc c'est comme cela que nous avons porté ce projet que les Français aujourd'hui ont largement approuvé. Au cœur de la fête sur l'esplanade du Louvre, c'est Jérémy Brossard qui est en direct pour BFM TV. J'espère qu'on va arriver à vous entendre parce que vous êtes vraiment en immersion, mon cher Jérémy. Oui, la nuit est tombée sur Paris et l'ambiance monte ici. Il y a des airs de boîte de nuit. Il y a un Magic System qui est en train de chauffer clairement les personnes, les milliers de personnes qui ont convergé ici vers la pyramide du Louvre. Il chauffe l'ambiance évidemment et tout le monde attend ici la venue d'Emmanuel Macron. On a suivi bien sûr un peu plus tôt la première intervention du nouveau président de la République, très solennelle depuis son QG dans le 15e arrondissement de Paris. Mais les personnes qui sont ici évidemment attendent Emmanuel Macron et attendent une déclaration, en tout cas quelques mots, peut-être un peu moins solennels, un peu plus chaleureux pour donner le ton, en tout cas, de ces premières heures de mandat. Voilà, beaucoup de monde ici, beaucoup de drapeaux français, européens. On a vraiment le sentiment que la fête va durer une bonne partie de la nuit ici au Louvre. Voilà, en direct du Louvre, Jérémy Brossard avec Magic System, toujours sur scène. Et c'est cette image de fête que vous retenez en ce moment, Laurent Neumann. Oui, parce que ce soir, en réalité, il y a deux images qui s'affrontent. Il y a cette image de liesse au carrousel du Louvre, des milliers de personnes, etc. Et c'est normal, cela fête la victoire. Cette image-là, c'est l'image qui est montrée dans le monde entier, sur les chaînes du monde entier. Et en même temps, il y a une seconde image qui vient lutter et qui a l'air presque anachronique ce soir. Ce sont des responsables politiques qui sont déjà projetés dans les élections législatives. On a entendu Marine Le Pen tout à l'heure qui se pose en chef de l'opposition. On a entendu Jean-Luc Mélenchon qui appelle tous les insoumis, les 7 millions de voix qui se sont portées sur son au premier tour, à continuer le combat pour lui donner peut-être demain une majorité. Les Républicains, même chose. Alors que, et ces deux images luttent d'une certaine manière. Il y a une image politique qui est celle du second tour de la présidentielle, qui est la législative, et puis il y a l'image de liesse. Mais pour le moment, ce qui est intéressant, c'est que c'est cette image-là qui passe au fond dans toute la France et surtout dans le monde entier pendant au moins les heures qui vont suivre. Thierry Arnaud. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Luc Châtel pour dire, que ce qu'a réussi Emmanuel Macron à l'occasion de cette élection présidentielle est extraordinaire au sens propre du terme, mais deux, que ce qu'il attend pour la suite, et notamment cette campagne des législatives, est sans doute le plus difficile. Parce qu'il n'a pas, comme on a l'habitude de le voir, une majorité potentielle face à une opposition potentielle. Il a en réalité 4 oppositions face à lui. On a vu ce soir déjà, dès leur première prise de parole, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen se disputer le statut de leader de l'opposition radicale à Emmanuel Macron. Et ce combat-là, sur la base d'un succès important pour l'un comme pour l'autre, au premier tour de l'élection présidentielle et d'une progression qui a continué s'agissant de Marine Le Pen au second, ce duel en quelque sorte, on va le voir se poursuivre et il aura incontestablement un impact important sur la campagne des législatives. Et puis, il y a les deux autres oppositions auxquelles il va devoir qui va devoir confronter également. Il y a ceux qui diront si vous voulez une vraie politique libérale et européenne, c'est vers nous qu'il faut vous tourner. C'est le discours que tenait il y a quelques minutes Luc Châtel sur le plateau. Et les autres qui diront de l'autre côté, si vous voulez une vraie politique social-démocrate, c'est nous qui en sommes les véritables porteurs. Et ça, ce sera une partie, au moins, du parti socialiste. Et donc, la difficulté pour Emmanuel Macron, pour Gérard Collomb et pour tous ceux qui l'entourent, ce sera effectivement de redéfinir le sens, la portée du vote Macron et de répondre à ces 4 oppositions auxquelles le prochain président de la République est confronté dans la perspective de ces législatives. Image à l'instant. Et je vous rappelle qu'à chaque étape, on a dit que c'était infaisable pour Emmanuel Macron. Si vous regardez... Mais là, c'est la dernière marche, c'est la plus haute. On disait chaque fois
que c'était infaisable et que tout cela finirait dans un mur total. Alors c'est vrai que l'étape qui reste à franchir est difficile. Je vous signale qu'une fois que nous l'aurons franchie, les autres étapes ne seront pas faciles non plus, mais ça aussi, nous le savons. Stéphane Le Foll ? Non, sur la fête, c'est... Bien sûr que c'est des images qui passent dans le monde entier. Et le discours d'Emmanuel Macron tout à l'heure était aussi un message au monde entier. Donc ça, c'est très important de le dire, bien entendu. Après, demain, il y a des législatives. Bon, on va pas faire comme si le débat politique ne continuait pas. J'entends, hein, je suis le premier à regarder cette fête et voilà, elle est magnifique et c'est une belle image qu'on donne de la France. Donc, tant mieux. Puis après, il y aura, et vous le savez, moi je viens d'un endroit où il y a encore... combien de temps à peine 15 jours, c'était François Fillon qui était potentiellement le qualifié au deuxième tour. Je vous le rappelle, parce que on a l'impression que tout ça, ça passe à une vitesse extrêmement rapide. Mais ça reste une réalité. Ça reste une réalité aussi que ça fait 57 ans que je vis dans la même circonscription. Ça reste ça. Et que je suis socialiste depuis 35 ans. Ça reste aussi. Et donc, tout ça, c'est bien sûr des débats. Et il faut être au niveau de ce que ça représente pour le monde. C'est-à-dire aussi, et ça j'en suis parfaitement d'accord, ce qui doit être entendu de ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron, c'est que on a eu tous des réflexes d'opposants. Un peu à l'ancienne. À l'ancienne, pendant longtemps. C'est très vrai. Et vous savez, j'étais ministre, j'ai bien vu. J'ai même vu des députés républicains venir me dire, en fait, ta loi, elle est pas si mal, mais je pourrais pas la voter. Voilà, ils me l'ont dit. Je donnerai pas les noms, donc c'est pas la peine, mais c'était ça aussi le débat. Alors maintenant, je pense qu'il faut qu'on soit capable aussi de dépasser, pas d'annuler, pas de faire disparaître ce que sont des familles politiques, mais en même temps de dépasser pour être capable de construire. Je pense que c'est un message très fort, et il faut l'entendre. Justement, le message très fort, est-ce que vous l'entendez vous aussi, les Républicains? Parce que certes, c'est votre famille politique, vous avez vos convictions, il n'est pas question de les renier en partant à la charge dans le combat politique que sont les législatives. Mais les Français ont lancé un avertissement quand même là. Donc ça, vous devez entendre cette envie pour les Français de faire de la politique autrement aussi, Luc Châtel. Bien sûr. D'abord, il y a un premier message, c'est le message de renouvellement. Je disais tout à l'heure, Macron, il y a 2 ans, personne ne le connaissait. Donc c'est un sujet aussi pour nous, pour les législatives. Les candidats que nous présenterons sont des candidats où... Donc une page se tourne à ce niveau-là chez vous aussi. Évidemment qu'il y a une page. On ne peut pas faire comme si c'était rien passé. La droite n'est pas qualifiée au 2e tour de la présidentielle et on va dire coucou, on fait comme avant. Bien sûr que non. Il s'est passé, il y a un séisme politique, il y en a tous les 50 ans. Voilà. Alors est-ce qu'il aboutit à une recomposition comme l'évoque Gérard Collomb? Ça, c'est les électeurs qui vont le dire. C'est-à-dire, est-ce que par rapport aux idées, au contenu, aux projets qui vont leur être présentés, ils vont dire, bah tiens, il y a une majorité qui peut se dessiner, qui peut équilibrer des idées de la droite, des idées du centre, des idées qui viennent de la gauche, ou bien est-ce qu'ils donnent une majorité absolue à une sensibilité politique? Moi, je partage sur ce point l'avis de Stéphane Le Foll, c'est que c'est un événement politique majeur, mais ça n'efface pas pour autant des courants politiques, et je rebondis sur ce que disait Thierry Arnaud, qui existent dans la vie politique depuis plus de 50 ans. Je veux dire, il continue à y avoir des gens de droite qui croient en valeurs de liberté, qui veulent plus de sécurité. Il continue à y avoir des socialistes. Et effectivement, il y a aussi des élus qui sont bien implantés dans des circonscriptions, qui tiennent depuis des années, ils ont fait beaucoup de travail pour leur circonscription. Ça compte aussi dans une élection législative. Parce qu'une législative, c'est pas une élection, c'est 577 élections locales. Bernard Sananès, vous voulez ajouter un mot? Oui, 577 circonscriptions, il y en a quelques-unes qu'on suivra évidemment avec intérêt, notamment celle de Hénin-Beaumont, où Marine Le Pen tentera vraisemblablement de conquérir un siège à l'Assemblée. Un chiffre, ce soir, Marine Le Pen totalise 61,64% sur la commune d'Hénin-Beaumont. À noter également le score de Marine Le Pen à Béziers, 55%. Grosso modo, on voit bien qu'il y aura à peu près les mêmes fractures, mais peut-être que les rapports de force seront plus équilibrés. Emmanuel Macron l'emporte, on le voit dans les grandes villes, il fait par exemple plus de 80% à Toulouse, il l'emporte sur toute la façade atlantique, et Marine Le Pen le devance encore, où les résultats sont très serrés dans les départements ruraux, ou par exemple sur le pourtour méditerranéen. Donc 2 images à vous montrer aussi ce soir, alors qu'on sait que le pôle d'attraction principal sera l'esplanade du Louvre. Sur cette image, vous voyez sur la gauche, le minibus avec les warnings, c'est celui qui va emmener les proches d'Emmanuel Macron jusqu'à l'esplanade, et nous sommes au quartier général. Et puis, une autre sortie
avec une tente pour la discrétion. Et cette fois-ci, c'est Emmanuel Macron et son épouse Brigitte qui sortiront un peu à l'abri des regards et des photographes, comme vous le voyez, pour s'engouffrer dans une voiture et filer directement aussi à l'esplanade du Louvre. Thierry Arnaud. Oui, maintenant, évidemment, il était déjà un candidat très protégé, Emmanuel Macron. Maintenant, c'est le prochain président de la République française. Donc, évidemment, de ce point de vue-là, les choses vont également monter d'un cran. Ça va être très net. Je voulais revenir sur l'image de la soirée qui, au-delà de la fête, et au fond, pour le résumer d'une formule qui est un peu caricaturale, mais je crois que c'est quand même l'idée générale. Ce qu'il nous donne à voir, au fond, Emmanuel Macron, c'est l'anti-rotonde aujourd'hui. C'est un peu l'inverse de ce qui s'est produit au soir du premier tour, où il avait manifesté une attitude qui avait pu être perçue comme étant d'une certaine légèreté, prononcé un discours qui n'était pas forcément perçu comme à la hauteur de l'échéance et de ses responsabilités. Et là, on avait l'impression que lorsqu'il a pris la parole pour la première fois tout à l'heure, le poids de ses responsabilités était très clairement perceptible sur ses épaules, que la gravité du moment était totalement perçue par le futur président et qu'il souhaitait communiquer cette gravité. Et je pense que cet esprit-là, même si il sera face à une foule en liesse tout à l'heure, celle de ses supporters, cette idée de sobriété, de gravité, toute chose égale par ailleurs, elle sera encore dans son intervention, qui sera, nous dit-on, assez courte, encore une fois assez sobre. Il parlera seul, peut-être à un moment donné y aura-t-il son épouse à ses côtés, mais il ne devrait y avoir aucun autre responsable politique, ni aucune vedette du showbiz ou ce genre de personnalité, nous dit-on. Voilà, encore une fois, beaucoup de sobriété ce soir, et c'est sur cette note, précisément parce qu'il mesure l'état du pays d'une part, qu'il mesure d'autre part que tous les gens qui ont voté pour lui aujourd'hui n'ont pas voté pour lui, Alain, parce qu'ils souhaitaient voir Emmanuel Macron appliquer totalement son programme, mais ils l'ont fait aussi dans une assez large mesure pour faire barrage au Front National. C'est parce qu'il est conscient de tout ça que cette sobriété, cette gravité sera le principe conducteur de la conduite du futur président. Laurent Neumann. Oui, d'ailleurs, c'était intéressant d'écouter ces mots. Il y avait de la gravité indiscutablement. Même le ton sur lequel le discours a été prononcé tranchait avec le ton des premiers mots qu'on a entendus dans la bouche d'Emmanuel Macron au soir du premier tour. Il a parlé d'apaisement, il a parlé de rassemblement et en même temps, il n'est pas dupe du résultat de cette élection-là. Les fractures, et c'est lui-même qui l'a dit, les fractures politiques, les fractures régionales, les fractures sociales et économiques. Il a parlé d'affaissement moral. Il sait que tous les problèmes qui existaient avant l'élection présidentielle continuent à exister au lendemain. Et Gérard Collomb disait tout à l'heure que l'étape qui arrive est extrêmement difficile sur le plan politique. Ça s'appelle les élections législatives. Mais même au lendemain de ces élections législatives, quand il faudra gouverner le pays, faire voter des lois et organiser ce que Emmanuel Macron appelle de ses voeux la réforme, le changement, tout ça sera peut-être encore plus dur parce qu'il a eu ce soir un précipité de toutes les oppositions auxquelles il va s'affronter, l'opposition des Républicains, l'opposition des Mélenchoniens, évidemment du Front National, et je ne parle même pas des syndicats qui ont déjà promis un certain nombre de réactions pour la rentrée. Donc il sait tout ça. Ce soir, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il en a pris conscience, alors que peut-être au soir du premier tour, on lui avait reproché de ne pas, en tout cas, l'avoir suffisamment transmis. Et vous avez vécu en direct le départ des proches d'Emmanuel Macron dans le minibus et les deux voitures, dont une, bien sûr, qui est celle de la police pour ouvrir la route, afin que le nouveau président de la République futur, il sera à l'investiture, ce sera le 14 mai, gagne l'esplanade du Louvre, retrouver ses partisans. Gérard Collomb.